tout bien. Il va acheter le sujet. Moi, Je vais faire notre place. Bonsoir, je et présent à la réunion ordinaire sur le chef de sécurité de fin du avant de l'ouverture de la réunion du conseil, je vais faire quelques déclarations ou réflexions ce soir. Comme nous savons tous, le 11 mai dernier, le sergent Eric Muller a perdu sa vie dans l'exercice de ses fonctions de membre de l'Office provincial de notre région. Il a eu le privilège de l'honneur de citer au service commémoratif du sergent Muller, qui est venu à entrevoir les difficultés. Il était accompagné de notre directeur général, M. Samuel Caderly, de notre chef pompier, M. Normand Bourgeois, ainsi que d'un agent de notre service de réglementation municipale. Le chef de l'établissement de l'Office provincial, Anne Destilossi, n'est pas ici ce soir, mais nous avons avec nous le constable Corbeil, sorti constable Corbeil pour être présent. Et ce soir, si vous pouvez accepter et transmettre nos condoléances à la famille du sergent Muller. Ensuite, ici, ce soir, si vous avez remarqué, le drapeau de la ville d'Oxbridge est en vert. Ce geste est symbolique afin de reconnaître et de honorer les individus qui ont contribué à leur communauté et à la société en général. Aujourd'hui, notre drapeau est en vert en l'honneur de M. Philibert Clou, qui est décédé le 30 mai 2023. M. Philibert Clou était membre du conseil municipal de Oxbridge et a occupé plusieurs postes, dont celle de conseiller municipal de 1968 à 1970, ensuite comme préfet de 1971 à 1973, pour finalement devenir maire de la ville de Oxbridge de 1974 à 1975. Alors, afin de reconnaître fidèlement le sergent Eric Muller et M. Philibert Clou, je vous invite tous, si vous voulez, observer une minute de la note finale. Une prochaine capture de notre présence. Vous procédez avec le sergent Muller. Et maintenant pour M. Philibert Clou. Merci beaucoup. Je vais vous en prendre. Alors, nous allons procéder avec les voitures de l'Assemblée. Alors, est-ce que je peux avoir une introduction pour ouvrir l'Assemblée? Posée par M. Caboul, appuyée par M. Chaméard. Le partenaire. Merci. Et nous avons Mme Plot et Mme Jérôme Colombe. Alors, nous sommes corrects. Alors, je vais procéder avec la finance de la reconnaissance du territoire. La ville d'Oxbridge reconnaît la terre sur laquelle nous marchons. Nous nous ressemblons et nous travaillons toujours sur le territoire non cédé du
Algonquin, Anachiré. La ville a ensuite remercié ses nations de l'automne pour la préservation de cette terre et l'île des Jardins. Alors, les déterminations nationales ont été portées de dévouloir et de vision. Son emplacement stratégique et son bilinguisme sera le pôle d'attraction industrielle, commerciale, culturelle et vidéo-touristique qui, par le sort de cette synergie, va continuer à nous faire découvrir dans l'Est ontarien. Merci, M. Paquet. Le thème d'attention du l'ordre du jour, il y avait juste une petite correction en parle de jour. Item 11.2, qui se trouve l'item concernant l'adoption du plan officiel ainsi que le changement de zonage. Il y a quelques petits changements de date. Je ne sais pas que nous avons avec nous ce soir M. Paulville et Mme Simpson pour nous expliquer des petits changements concernant d'abord l'item 11.2 de l'ordre du jour. Mais on va procéder quand même avec l'adoption du l'ordre du jour avec le mandat proposé et à ce moment-là, quand on arrivera à l'item 11.2 de l'ordre du jour, on demandera à l'invité M. Paulville et Mme Simpson de faire les quelques corrections, peut-être une fois une sommaire de ce projet-là, parce que nous avons quand même quelques nouveaux membres, puis il y avait seulement quelques pages sur ce projet-là. Alors, est-ce qu'il faut avoir une proposition pour adopter l'ordre du jour tel qu'amendé avec l'item 11.2, proposé par Mme Séguin, appuyé par M. Paquet, en avance? Merci beaucoup. Item numéro 3, de déclaration d'intérêt pécuniaire. Est-ce que nous avons une déclaration? Mme Gérard, il n'y en a aucune. Merci. Item numéro 4, point adopté sur le consentement. Qu'est-ce que je fais normalement? Je fais des lectures de la révision et ensuite, je demande, je passe à travers le système de 4.1 jusqu'à la fin pour voir si le sujet est retiré. Madame Charlebois m'a indiqué qu'il y avait deux items que vous avez retirés, soit les rapports administratifs qui s'ouvrent à 4.2 et aussi 4.1b, les procès-verbales de comité conjoint de recyclage. Alors, on va procéder avec la lecture de révision. Sauf que c'est deux systèmes-là, et on va voir si les autres peuvent retirer. Alors, proposé par, qu'il soit résolu d'adopter les points suivants, tels qu'elles identifiées dans la catégorie des points de consentement à l'ordre du jour de la réunion ordinaire du 5 juin 2023. Alors, nous avons l'adoption du procès-verbal de la réunion suivante, les 8 mai réunion régulière qui se trouve à 4.1a. Est-ce que les questions ou est-ce que ça doit être retiré? OK. Alors, nous avons le thème numéro, la bibliothèque de la réunion du 20 avril 2023. Est-ce que le sujet est retiré ou on laisse le consentement? Aucun changement. Alors, 4.3, les comptes à payer. Est-ce qu'on garde les thèmes sur le consentement? C'est retiré. Alors, aucun autre avantage sur ce thème-là. Alors, je vais faire une proposition pour adapter ces thèmes par consentement. Proposé par M. Paquet, appuyé par Mme Charlebois. En faveur? Merci. Alors, nous avons retiré deux thèmes qui se trouvent dans le monde administratif. Alors, je sais que Mme Charlebois a quelques questions. On a vous cédé la parole à elle pour qu'elle soit capable de laisser ces questions. Merci, M. le maire. Ma première question, c'est concernant c'est pour être adressé au chef des pompiers. Et puis, c'est concernant le débris de feu qui ont eu lieu à Hawkesbury, spécifiquement sur la rue principale, ainsi que sur la rue Montasser. J'aimerais savoir où on est rendu avec ces deux sujets-là pour le nettoyage de ces terrains. Donc, je crois surtout celle de l'école, celui de l'école, l'ancienne école Marguerite Bourgeois, où on entend des rumeurs que il y a des choses qui passent là que les gens les environs de la petite. Alors, c'est ça qui m'a fait. Céder la parole à M. Cadelier, parce que je suis au courant de la consul, mais je vais céder la parole à M. Cadelier. Il a la chance aussi de parler avec le chef pompier là-dessus. Merci, M. le maire. Nous, en tant que municipalité, on pousse toutes les choses que nous, on peut pousser. C'est certain qu'il y a certains dossiers, puis je ne peux pas tout jumeler toutes les celles qu'on a. On en a plusieurs, qu'on est dans plusieurs processus, qu'on fait des suivis assez rigoureux. Encore, on doit suivre il faut que je fasse attention à ce que je dis.
Sur un côté, on suit la jurisprudence et on fait certain que sur certains dossiers, qu'on pousse la note le mieux qu'on peut. Je ne sais pas les détails de tout, mais je peux garantir que nous et notre équipe, et autant la réglementation que l'incendie, suivent leur démarche comme qu'il le faut. Je sais que ce n'est pas la réponse que vous voulez entendre. J'aimerais ça aussi, autant que vous, que ces bâtiments-là puissent soit tomber ou quoi que ce soit, mais encore, ce n'est pas dans la main la responsabilité municipale. C'est vraiment sur le côté des assureurs avec le particulier ou la corporation de ceci. Fait que sans aller en trop de détails, c'est là où on est rendu en général, global, sur ces terrains-là. Oui, je suis désolé. Oui, La chose qui m'inquiète, surtout pour l'école, c'est que les jeunes qui peuvent rentrer dans cette école-là, qui est danger pour ces enfants. Qui est responsable de cette école-là? C'est chez nous. Je sais qu'on est, comme vous avez expliqué, des processus, la processus suite. Mais c'est ça qui m'inquiète aussi pour la sécurité des enfants et des résidents de la Réunion. Alors, si j'accepte votre réponse, vous êtes en train, et est-ce que, si possible, vous nous revenir avec, quand le processus sera envoyé, les résultats? Et je peux, j'ai parlé avec le chef pompier aux jeunes cet avant-midi, tous les responsables, vous savez, avec les officiers de réglementation, et ils vérifient sur une base régulière pour s'assurer que les entrées ou les sources d'entrée sont bien bien. Puis s'assurer qu'il n'y a pas de personnes qui rentrent dans le building comme tel pour s'assurer de la sécurité. Alors, c'est regarder sur une base régulièrement, et c'est un problème est compliqué de regarder. Merci beaucoup. Et la deuxième question était concernant le procès d'entrée de celui de 2023. J'ai lu la réponse et puis assez pour le rapport qui est assez complexe. Une chose que j'avais partagée avec mes membres du conseil de public, c'est que dès le 1er juillet, le service est transféré à notre agence ou notre Essentiellement, on peut dire, expliqué pour les filles au cours des dernières années, c'est que la province a obligé les producteurs à être responsables pour tous les frais en relation avec le SIDA. Auparavant, c'était partagé en, on peut dire, 50% par les municipalités, 50% par les producteurs. Éventuellement, la province a décidé de rendre responsables les producteurs pour que les échanges. Alors, ils ont procédé à faire une transition. Et dans les minutes antérieures, on a vu la transition qu'il faut faire. Puis on a décidé de côté de l'ISCAD, de l'approbation de municipalité, de faire la transition à partir du 1er juillet 2023. Parce que notre équipement, nos camions, plus ou moins désuets. Et M. Wilson est très au courant parce qu'il sait aussi que c'est le comité de l'ISCAD. Alors, la transition se fait. Le 1er juillet 2023, les sous-traitants ou contracteurs ont été embauchés par l'association, l'association des personnes qui représentent les producteurs. On a fait un circuit material par matériaux. Et on signé des ententes, soit avec M. Payet, avec M. GAS et une autre compagnie, Champlain, pour continuer. Alors, de tout, la transition, c'est que tout ça, il faut voir vraiment le changement. Une collecte pour les matériaux qui est acceptable et tout. Le période de transition va continuer à exister à partir du 1er juin 2023 jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, ils doivent respecter que chaque municipalité font du point de vue collecte et tout. Alors, les gens ne payeront pas beaucoup de changements à ce niveau-là. À partir du 1er janvier 2026, là, la province permet un plus gros changement à niveau des producteurs, nous ne prenons pas en cause ce changement-là. On a bien entendu ces coûts-là qui sont communautés ajoutés aux taxes municipales de la direction des ordures.
Et le montant est identique plus ou moins par chacune des municipalités. Je le donne pour l'année 2023. Le comité de recyclage continue à gérer ce programme-là pour le moment. Puis ça se peut qu'on ait d'autres programmes que le comité utilise présentement. Mais c'est tout avec la question, oui, il y a eu un changement à partir du 1er juillet, et les gens ne verront pas vraiment le changement quand c'est les ailleurs actuellement. Merci. Alors, les frais qui sont chargés présentement pour propriétaire, est-ce qu'elle va diminuer? L'année 2023, quand le budget avait été fait, on ne savait pas encore si la province ne pouvait vraiment faire de transition, parce que pendant des années, il repoussait. Alors, le comité avait recommandé chez les municipalités de faire un budget calendrier, 12 mois, parce qu'on ne saura pas si ça peut durer 6 mois ou vraiment 12 mois. Alors, le montant qui est chargé va être sûrement remis à chaque municipalité en réserve, puis chaque municipalité va être capable de décider ces argents, comment ils vont être éligibles. Mais nous, comme tu l'as, en 2024, c'est on ne le voit pas. En 2024, définitivement, quand c'est des recyclages, il n'y aura pas des frais, parce qu'il y aura de responsabilité des producteurs. Merci, monsieur le président. Monsieur Wilson, avez-vous des commentaires sur les explications qui sont correctes? Non plus. Alors, ça, c'est terminé. Je vois des questions. Moi, il y a d'autres questions sur les rapports administratifs ou le comité de recyclage. Sinon, on s'appuie pour accepter une mission pour appliquer ces deux rapports-là. Alors, c'est la chambre accueillie par M. Psonakis. En faveur? Accepté, merci. C'est deux missions rapports. Une pour le roi et l'autre pour le comité de recyclage. Parfait. Une proposition pour accepter le rapport de recyclage, M. Campbell. Non, là, on est en rapport administratif, son mot faveur. On a adopté le recyclage. Le recyclage pour commencer? OK. Alors, on va faire le rapport administratif. C'est bien. C'est vrai que l'histoire est très sévère. Alors, proposé par M. Tchernalis, celui de M. Campbell. En faveur? Accepté, merci. Item numéro 6, motion pour le journée en réunion ordinaire pour les comités payés. Nous avons aucune présentation, aucun sujet. Alors, on peut sauter item numéro 7 et 8 et aller immédiatement à item numéro 9. C'est bien ça, Mme Girard? C'est bien. Alors, nous avons ce soir avec nous M. Gérard Gauthier, M. Gérard Gauthier de la fête de MNP. Il va nous faire la présentation des états financiers. Donc, pour ça, M. Gauthier, et bienvenue à la Banque encore. Et je vais vous céder la parole pour faire de présentation. Merci. Bonsoir, les membres du conseil. Je vais rencontrer quelques mois passés pour regarder notre plan d'outils. Depuis ce temps-là, on a fait les procédures comme vous avez mentionné. Il n'y a pas eu de surprise. Là, on est ici pour présenter nos résultats. Les résultats, c'est de bien écrit. Tantôt, on va voir les chiffres vraiment sur les états financiers. La seule chose qui manque pour que les états financiers deviennent officiels, il y a 4 éléments. Il faut recevoir la lettre d'affirmation signée. Ça, cette lettre-là est toujours signée la date que le conseil approuve les états financiers. Ça, ce n'est pas encore fait, c'est toujours fait la même journée. Ensuite, la dernière journée, il faut également regarder pour les événements postérieurs. S'il y a quelque chose qui s'est passé après le 31 décembre, juste en date d'aujourd'hui, qui aurait un impact sur les chiffres au 31 décembre, il faut en tenir compte. On a eu des discussions, puis il n'y a pas rien qui affectait vos résultats au 31 décembre. Ensuite, il y a des petits questionnaires au niveau des transactions en parenté, je pense qu'il manquait à recevoir. C'est juste un détail, mais ça va être fait prochainement. Puis le dernier item, c'est l'approbation des états financiers par le conseil. Ça va être à la rencontre de ce soir. Une fois que ces 4 éléments-là vont avoir été faits, les aux états financiers vont devenir officiels. C'est tout ce que j'avais à dire à propos de l'outil. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions sur le rapport, les constatations de l'outil. Sinon, on va passer à l'état financier.
Donc, si on avance un petit peu, on va voir le rapport standard de l'auditeur. Ça, c'est pour le rapport qu'on espère avoir avec les états financiers. De rapport, il y a 2 pages. Le rapport en anglais, ensuite, il y a le rapport français, les 2 autres pages. Et on va aller à l'état des résultats qui suit les 2 rapports. L'état des résultats, on a 3 colonnes. La première colonne, c'est le budget initial que vous avez approuvé en début d'année. La colonne du centre, c'est les chiffres réels de l'année. La colonne de droite, c'est les chiffres réels de l'an passé. Tout ce qu'on va regarder, c'est la colonne du centre. Au total, il y avait 24,4 millions de revenus réels comparé à 26 millions. Il y a un petit peu moins, parce qu'il y a certains projets capitaux qui avaient des subventions, puis les projets ne sont pas aussi avancés que ce qui est prévu dans le budget. C'est pour ça qu'il y a moins de revenus. Tandis que les autres catégories, c'est très près de ce qui avait été budgété. On a de 2 millions d'écarts entre les deux. Au niveau des dépenses, vous avez un total de 23,3 millions comparé à 19 millions. Il faut faire attention, dans le budget, vous ne tenez jamais compte des amortissements. Il y a 3,3 ou 3,4 millions d'amortissements dans les chiffres réels. Vraiment, les dépenses réelles sont environ 700 000 de plus que ce qui avait été budgété. Sur un budget de cette ampleur-là, 700 000, ce n'est pas des gros montants. Un mieux imprévu, puis ça monte assez rapidement. Ça contient donc des revenus et des dépenses, donc ça fait un surplus accumulé pour tous les fonds de 1 117 000. Il faut attendre à l'annexe 2, un peu plus loin dans les états financiers, pour voir vraiment par rubrique où est-ce que vous avez eu des surplus ou des déficits. Les 97 millions au début d'année, donc vous terminez avec 98 millions. Au niveau de l'état de la situation financière, à la page suivante. Donc, les compagnies privées, c'est le bilan. Vous avez les actifs financiers de 20 millions. C'est un petit peu plus que l'an passé, 2 millions de plus. Il y a une augmentation au niveau des taxes de un petit peu plus que 500 000. Puis après ça, au niveau des recevables, il y a une augmentation aussi. Là. Souvent, c'est relié à des montants de subvention. Puis au niveau des placements, il y a également des augmentations. Au niveau des passifs, montant de 19,8 millions, avec 800 000 de plus que l'année passée. C'est au niveau des revenus reportés. Il y a des montants de subventions parfois qui sont reçus dans l'année. Dépendant selon l'avancement des projets, et les projets ne sont pas tous terminés, il y a certains montants qui doivent être reportés qui vont être utilisés l'année suivante. C'est la plus grosse augmentation dans les passifs. Au niveau des immobilisations corporelles, vous êtes à 97 millions comme l'an passé. Le montant des achats qu'il y a eu dans l'année est à peu près équivalent au montant des amortissements qui étaient. Les terrains disponibles à la vente, il y a eu une vente dans l'année. Le montant il a diminué, il est passé de 554 000 à 465. Au niveau des stocks, il y a un petit peu plus de stocks, environ 30 000 de plus en fin d'année. Puis les frais payés d'avance, un montant de 24 000 de plus en fin d'année. Ça qui est le bilan le 31 décembre. Et on continue. S'il y a des questions, je n'ai pas lisé à mesure. À la page suivante, on a l'état des actifs nets, des actifs financiers nets. Quand on regardait le bilan, tantôt, on avait les actifs financiers, puis ensuite, on avait les passifs. C'est un moins l'autre qui donne les actifs financiers nets. Ce montant-là, il est passé, qui était négatif au début de l'année à 1,1 million. Vous avez terminé avec 303 000 en surplus. Puis, tous les systèmes en haut, c'est qu'il y a eu un impact ou qui a fait augmenter l'actif net. Il y a du surplus annuel, j'en avais vu à l'état des résultats de 1,1 million. Dans les plus gros chiffres, il y a l'amortissement 3,3, les achats d'immobilisation à 3 millions. Après ça, les autres, il y a des petites variations. Ce qui explique le 1,4 million d'augmentation. Toute la page suivante, l'état des flux de trésorerie. Ça pourrait expliquer la variation au niveau de l'encaisse.
Au niveau des activités de fonctionnement, il y a eu des entrées de fonds de 5,3 millions. Au niveau des immobilisations, vous avez investi 3,6 millions. Les investissements, vous avez investi 984 000. Puis au niveau du financement, il y a eu des sorties de fonds de 770 000. Donc, qui fait une diminution nette de 22 000 au niveau de l'encaisse. Au niveau de variation, on a à peu près le même montant que l'an passé. Ensuite, on va passer aux notes. La note 1, c'est les changements comptables pour les années futures. Là, cette année, il n'y avait pas rien, quelques petites choses dans les notes, mais rien de majeur. L'an prochain, le plus gros, c'est le chapitre sur les obligations liées à l'usage service d'immobilisation. On doit regarder, exemple, dans vos bâtiments, s'il y a de l'amiante. Si c'est le cas, il faut prendre une provision. Il faut inscrire la provision à vos états financiers. L'exercice est présentement en cours. On va voir vraiment les résultats et l'impact sur les états financiers de l'an passé, de l'an prochain. Ça n'aura pas d'impact sur le surplus comme tel. Toutes les autres, c'est des changements au niveau des notes, ce qu'il y en a pour l'an prochain et l'année suivante. Pour la note 2, les méthodes comptables, c'est très similaire à l'an passé. Il n'y a pas en détail. On va passer à la note 3, qui est les taxes qui ont été collectées pour les conseils scolaires et les comtés unis. C'est la ville qui est responsable de collecter ces montants-là, mais elle remet l'argent directement 4 fois par année au conseil scolaire et aux comtés unis selon la portion qui leur est attribuée. Au total, c'est 2,9 millions qui étaient remis au conseil scolaire et 4,4 millions aux comtés unis. Ensuite, au niveau des placements, il y a un placement qui a été pris durant l'année de 1,5 million. Il y en a un autre de 500 000 qui est venu à échéance et qui a été réinvesti dans le 1,5 million. Ensuite, il y avait 2 placements d'un petit peu plus que 1 million. Ceux-là ont demeuré en vigueur. Finalement, il y a un placement dans Hydro Oxbury qui est rendu à 5 89 000. Ce qui fait le 8,6 millions de placements qu'on avait vu à l'état de la situation financière en cours. Au niveau des revenus reportés, c'est ça que je disais tantôt qu'il y avait des subventions reçues parce qu'il y a des projets qui n'avaient pas tous été faits. Au niveau des subventions, le montant est passé de 665 000 à 1,9 million. Il y a presque 2 millions qui vont être utilisés dans la prochaine année, dans les prochaines années sur les projets qui sont en cours. Et les autres montants, c'est des petites variations, mais pas rien de significatif. Ensuite, la note 6, au niveau des avantages sociaux futurs, il y a des montants de 105 000 pour des congés de maladie, puis 129 000 pour des avantages complémentaires à la retraite. C'est certains programmes spécifiques d'avantages sociaux pour lesquels il y a un passif d'enregistré. Au niveau des emprunts à la note 7, vous en avez pour un montant de 14,2 millions. Et ces emprunts-là viennent à échéance entre 2025 et 2040. Puis les taux d'intérêt sont à 1,3 jusqu'à 3,56 %. Les hausses de taux d'intérêt, c'est quand même des taux quand même raisonnables pour les emprunts que vous avez. Ensuite, en bas, on voit pour les 5 prochaines années, les montants qui vont être remboursés en capital. Et on voit qu'est-ce qui est remboursé par les taxes générales ou par les frais des usagers. Les plus collants. On retrouve le 14 millions qu'on voyait en haut dans les dettes. Ensuite, la note 9, c'est pour votre régime de retraite owners. L'employeur contribue toujours le même montant que l'employé. Vous allez contribuer pour 100 employés au cours de l'année. Et le coût pour la municipalité ou la ville était de 540 000 comparé à 458 000 l'an passé. Au niveau des éventualités, des poursuites, il y a toujours certaines poursuites qui sont en cours, puis normalement, ils sont couverts par les assurances. Il n'y a rien qui nous indique à ce moment-ci qu'il y a un montant qui va être payable par la municipalité. Alors, si ça devenait le cas, on va le comptabiliser l'année que l'information va devenir disponible.
comme je dis, à ce moment-ci, on n'a aucun indice comme quoi la municipalité devrait débourser des montants par rapport à certaines de ces poursuites-là. Ensuite, il y a une lettre de garantie qui a été signée pour Hydro-Hawkesbury pour un montant de 399 000. Puis, vous avez également, la ville a également endossé la marge de crédit de l'Hydro pour un montant de 1 million. Le risque, c'est que si l'Hydro ne paye pas, ce serait la responsabilité de la ville de payer. Les bonnes nouvelles, c'est qu'au 31 décembre, la marge de crédit n'était pas utilisée, donc le risque est de 0 en date du 31 décembre. La page suivante, il y a des terrains contaminés dans nos états financiers consolidés. Il y a des dépenses sur les prochaines années. Il y a des négociations avec le ministère de l'Environnement. Puis les chiffres jusqu'à présent ne sont pas clairs dans le cours des dernières négociations qu'il y a eu. Vous pensez que les travaux arriveraient presque à la fin, les demandes de prolonger un peu. C'est toujours en négociation. On a conservé les chiffres qu'on avait l'an passé. Mais ça se pourrait que ça se termine plus tôt ou que ça dure un long 3 ans. L'information n'est pas précise à ce moment-ci. Au niveau des engagements, il y a des obligations, des contrats de construction, certains projets qui ont été signés. Il y a des montants de 9 millions qui ne sont pas encore complétés, qui vont être dans la prochaine année ou les 2 prochaines années. Ensuite, on va passer aux immobilisations corporelles dans les annexes. Vous avez le détail par catégorie. Puis, au début, vous avez le coût. Ça, c'est le coût initial que ça va vous a coûté. On voit le 3 79 000 d'investissement que vous avez fait. Il y a eu des ventes dans l'année. À la fin, tout ce que la ville appartient, ça a coûté 174 millions. Chacune des catégories s'est amortie sur un nombre d'années différent selon la durée que la ville prévoit qu'elle va pouvoir utiliser ces immobilisations-là. Puis, en date du 31 décembre, il y en avait 76 millions qui étaient amortis. Donc, il reste 97 millions à amortir sur les années futures. C'est à l'annexe 2. C'est là qu'on a les surplus accumulés, consolidés. Donc, on voit en haut réserve et fonds réserve. Vous en avez pour un total de 9 981 000, comparé à 8,3 millions l'an passé. C'est des montants qui ont été mis en réserve au cours de l'année. Au niveau de la bibliothèque, il y a un surplus accumulé de 55 000. Puis, au niveau général, 402 000. C'est au niveau des taxes. Le montant est quand même passé de 851 à 402 000. Il y a des montants des années précédentes qui ont été utilisés dans l'année courante, qui avaient été assignés à certains projets spécifiques. Ensuite, au niveau des aqueducs, il y a des surplus accumulés de 244 000, les égouts 88 000, la cueillette des ordures, un déficit de 3 000 $. Ensuite, les propriétaires spécifiques au niveau du BAE, il y a des surplus de 73 000. Et la corporation communautaire de développement stratégique, il y a des surplus accumulés de 579 000. Ensuite, en bas, on voit vos montants investis dans les immobilisations. Ça, c'est les immobilisations moins les dettes. Il y en a pour 83 millions. Les projets qui n'étaient pas financés en date du 31 décembre, il y en a 910 000. Il y a des avantages sociaux futurs qui étaient non financés pour 129 000. Ensuite, il y a vos placements pour 30 millions. C'est ça qui fait le surplus accumulé, consolidé de 98 millions, comparé à 97 millions l'an passé. Et le 1 118 000 qu'on va trouver à l'état des résultats l'an passé. L'annexe 3, on est au niveau des réserves, des fonds réserves. Il y a eu des revenus de placement de 329 $. Il y a des montants de 1,6 millions qui ont été transférés aux réserves et fonds réserves. Ça peut être rendu à 9,9 millions. À l'annexe 4, c'est au niveau de l'état des résultats pour les placements. Le surplus de l'hydro était de 180 000 $. Puis, vous avez l'hydro qui a versé un dividende de 84 000 qui vient réduire de 180 000 $.
Donc, l'augmentation nette de votre investissement est de 96 000 $. Ensuite, à l'annexe 5, les dépenses par objet. C'est les mêmes dépenses ou le même total de dépenses qu'on évalue les résultats, sauf qu'ils sont présentés différemment. On voit que les plus grosses rubriques, c'est salaires et avantages sociaux à 8,4 millions, les matériaux à 4,7 millions et les services contractuels à 5,8. Et on a aussi l'amortissement à 3,3 millions. C'est ça que je disais tantôt, que dans ce chiffre-là dans le réel, mais dans le budget, il n'est jamais considéré l'amortissement. Ensuite, la page suivante, c'est l'état des résultats pour la CADUC. La CADUC a généré des revenus de 2 874 000, des dépenses de 2 177 000. Donc, les surplus ont augmenté de 696 000 dans l'année. En bas, vous avez les détails du surplus accumulé qui comprennent les immobilisations, les montants des projets non financés, les réserves et l'opération comme telle, qui est un surplus de 244 000. À la page suivante, c'est l'état des résultats au niveau des écoutes sanitaires. On a le même principe, les revenus de 2,5 millions, les dépenses 2,9. Donc, qui fait un déficit de 411 000. Et on voit en bas que votre surplus accumulé, il y a 32 millions d'investis dans les immobilisations, 611 000 dans les réserves et 88 000 dans le surplus fonctionnel. Au niveau de la collecte des ordures, il y a eu des revenus de 1,2 million, des dépenses de 1,2 pour un déficit de 18 000 $. Donc, vous avez un déficit de fonctionnement de 3 282, puis une réserve de 79 000. Un total de 76 000 consolidés. La dernière annexe, donc ça fait le tour de vos états financiers pour l'année 2022. C'est une question ou commentaire? Merci, M. Gauthier, pour la présentation. Je sais que c'est un peu lourd pour nous tous à suivre, mais je pense que dans l'ensemble des choses, c'est une belle présentation. Je veux féliciter M. Timber et son équipe, ainsi que les chefs de service, parce qu'ils participent beaucoup. Je sais que le trésorier M. Timber est souvent obligé de gérer ce mot-là avec les chefs de service pour voir que tout est toujours une partenariat à l'administration. Alors, je veux féliciter vous-même, votre équipe et les chefs de service pour participer à quand même l'état financier qui est quand même très bien pour répondre pour la ville. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques que vous voulez poser à M. Gauthier? Et je présume que, comme d'habitude, vous avez toujours une belle préparation de tous les employés à ce niveau-là. Puis je sais que je suis souvent présent dans la ville. Alors, je vois qu'est-ce qui circule. Alors, merci encore, M. Gauthier, ainsi que votre équipe à MLP pour l'usage et merci encore pour les employés ici à l'administration. Alors, ce là on va accepter par une position de recevoir les papiers des états financiers pour l'année 2022. Est-ce que c'est bien sûr, M. Gauthier? Oui, c'est 2022. 2022. Posé par M. Papier depuis M. Chamillard en faveur d'accepter. Accepté, merci beaucoup, M. Gauthier. Bonne journée. Merci. Merci à vous. Le prochain détail, le rapport du maire et des conseillers de numéro 6. J'ai écouté le rapport. C'est bon. Comme tel, je peux servir la parole. C'est un des membres du conseil ici. Je voudrais adresser Merci, M. le maire. Juste pour dire à tous et à toutes que le tournoi de golf et pour le tournoi du maire, pour le fonds pour le PVK, il est complet. Merci à tous ceux qui ont participé et qui vont participer à ce tournoi et ceux qui vont bien manger un bon épicerie sur le marché le 17 juin prochain. Je remercie tout ça de Mme Joanne Montalan, c'est vous, M. le maire, à travers l'industrie pour ce tournoi-là. C'est vraiment le fun de travailler avec elle, qui est M. le maire et Mme Boulet.
C'est une bonne équipe. Et je suis fier d'en faire partie. Merci d'être là, Mme Goulet. Je remercie là Mme Portalon, c'est ton bord, M. le maire, s'il vous plaît. Et il va y avoir des bénévoles, des conseillers qui sont offerts, des bénévoles, Mme Séguin, M. Souroudakis, qui va participer avec moi, M. Carnot avec moi. On a le conseiller de Champlain qui va compléter notre posture, je ne suis pas le faire. C'est merveilleux de voir ce qui se passe dans notre communauté. On dirait qu'il y a un rassemblement d'après-COVID, on dirait qu'il va y avoir un problème. Merci à la communauté et tous les employés qui participent dans ce tournoi-là. C'est merveilleux. Comme vous savez, le Festival Western va avoir lieu le 29 juillet. Tous les morceaux du casse-tête sont pas mal tous en place. Quelques petites cochonneries qu'on s'est trouvées en polonais français qui restent à faire, mais rien de grave. Encore une fois, merci Mme Goulet de travailler avec moi sur ce projet-là. C'est le fun. Et on va avoir un succès dans ce qu'on veut. N'oubliez pas, marquez ça dans votre calendrier le 29 juillet, à partir de 2 heures de l'après-midi. Festival Western, avec des très bons artistes. Quand je leur c'est des artistes de ce que merci beaucoup. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a d'autres membres du conseil qui ont un commentaire ou un rapport à faire? Sinon, merci encore. Et je vais sûrement transmettre vos vœux à Mme Portalance. Et je vais seconder le commentaire que vous avez fait dans votre filet. Tout à l'heure, un filet sur toutes les côtés à procéder ici. On va procéder à l'étape numéro 11, sujet pour action 11.1, demande de réglementation relative aux parties du lot en vertu de l'article 50 sur 7 de la loi sur l'aménagement du territoire, la référence 210 et 212. Oui, alors je demanderai les membres du conseil de s'il vous plaît proposer aider la question en question. C'est s'il vous plaît. Rendu que le requérant fait une demande pour lever la réglementation relative aux parties de l'eau par Law Control Value selon l'article 57 de la loi sur l'aménagement du territoire, LRO 1990, et entendu que l'application a pour but de diffuser le discharge du plan de lotissement 46 70. La propriété étant tenue sur les adresses suivantes 910 et 912 de loi. Et entendu que ces lots font partie d'un plan de lotissement et respectent les intentions du sous-plan officiel et règlement de journal de la corporation de l'État. Il soit résolu d'incliner à la demande de lever la réglementation relative aux parties de l'eau selon l'article 57 de la loi sur l'aménagement du territoire LRO 1990 pour le lot de chaise, plan de lotissement 46 M70 et qu'un règlement soit adopté à cette effet. Recommandé le document 23 15. Merci, Mme Géné. Est-ce que je peux avoir les demandes? M. Chamaillard. Est-ce qu'il y a des questions? C'est quelque chose qu'on voit sur le base régulièrement pour utiliser un lot pour faire du parti à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions de proposition? OK. Alors, merci. Oui. Est-ce que vous me permettez que je voudrais juste remercier l'autre personne que j'ai oubliée? Peut-être dans le jeu des pas de remercier les gens en nombre de vous. Il y a Mme Duticlé aussi qui travaille dans le style très fort pour le projet. Je me sens un petit épisode. Le prochain item, c'est l'item 11.2 du l'ordre du jour, demande d'amendement au plan officiel et au règlement du journal numéro 20, prévision 2018, 545 Industrial Boulevard. Alors, ça, c'est suite à l'amendement lors qu'on a adopté l'ordre du jour. Alors, je sais que la résolution, comme telle, est assez longue. Alors, je ne sais pas si lesquels viendraient s'aventurer pour ouvrir la question pour complète. M. Tchernakis, il dit que ce n'est pas volontaire. Je vais lire la résolution. Alors, vous avez la parole, M. Tchernakis. Sa résolution comme telle, c'est une résolution originale. Cependant, il va y avoir un amendement. Et nous avons avec nous ce soir M. Budget et Mme Stimson de Fontaine. Alors, ils vont nous aider un petit peu là-dessus. Il va demander à M. Tchernakis de vouloir lire la résolution. Je présume que vous avez un rendez-vous avec vous. Alors, c'est la parole de M. Tchernakis. Allez-y.
Merci, Monsieur. I'll do my best. I'll do it in English as well. Whereas full application for the preliminary plan of subdivision was received by the United Counties of Tuscany Muscle on April 12th, 2021, and deemed complete on May 3rd, 2021, and whereas full concurrent applications for approval of amendments to the zoning bylaw number 2018 and to the town of Hawkesbury's official plan were received by the town of Hawkesbury on April 12th, 2021, and whereas the public meeting required by section 34 of the Planning Act, RSO 1990 as amended, was held on June 24th, 2021, and whereas comments from a public meeting and interested persons have been collected and are presented in this report below, and whereas 8362-505 Canada Inc. will have to sign a subdivision agreement with the corporation of the town of Hawkesbury as provided by section 51-26 of the Planning Act, RSO 1990 as amended, and whereas the proposed development will be subject to site plan control applications for certain blocks as required by the site plan control bylaw 22-2013. It is the planning department's recommendation that council approve an amendment to the official plan for the corporation of the town of Hawkesbury for the subject site known as lots 11 and 14 on registered plan M18 in the town of Hawkesbury and part of lot A east side of the McGill Street registered plan number 12, formerly in the township of West Hawkesbury, now in the township of Hawkesbury, county of Prescott, to permit the proposed development for a draft plan of subdivision prepared by Actual Engineering and dated September 2015. How much more? There's, we continue, we're doing well. Changing the official plan, number one, changing the official plan installation to residential policy area and integrated industry transition policy area to the subject site. It is also recommended that council approve an amendment to zoning bylaw 2018 for the subject site known as lots 11 and 14 on registered plan M18 in the town of Hawkesbury. But right, all that, but I'll continue. Formerly in the town of West Hawkesbury, now in the town of Hawkesbury, county of Prescott, to permit the zoning for the draft plan of subdivision prepared by Actual Engineering and dated September 2015. Number one, change lots 1 to 50 to residential 2 zone with exception R2X to reduce the frontage from 15 meters to 12 meters and reduce the lot area from 420 meters to 384 square meters to permit single detached dwelling units. Number two, change lots 51 to 130 to residential 3 zone with exception of R3-X to reduce the frontage from 9 meters to 6 meters, the exterior side yard setback from 6 meters to 3.5 meters, the interior side yard setback from 3 meters to 1 meter, and increase the maximum building height from 11 meters to 11.5 meters to permit semi-detached dwelling units. Number three, change block 1 to open space OS to permit a stormwater plant, pump station area, and parkland. Number four, change block 6 to residential 4 zone with exception of R4X to reduce the frontage from 30 meters to 18 meters, the front yard setback from 6 meters to 3.5 meters, the exterior yard side yard setback from 6 meters to 3.5 meters, and the interior yard setback from 6 meters to 3 meters to permit apartment dwelling units. A special provision is also added to ensure no buildings within 20 meters of the property at 900 Alexander Street. Number five, change blocks 3 and 4 to residential 3 zone with exception R3X to reduce the lot area from 200 square meters to 180 square meters. The exterior side yard setback from 6 meters to 3.5 meters. The interior side yard setback from 3 meters to 1 meter, and increase the maximum building height from 11 meters to 11.5 meters to permit townhouse dwelling units. Number six, change block 7 to residential 4 zone with exception R4-C to reduce the lot area from 200 square meters to 180 square meters. The exterior side yard setback from 6 meters to 3.5 meters. The interior side yard setback from 3 meters to 1 meter, and increase the maximum building height from 11 to 11.5 meters to permit townhouse dwelling units. Number seven, change block 5 and 8 to regional zone CR-X to permit commercial activities and office as an additional use on the property as recommended in document 2023 RDC experts. And we were, Mr. Chairman, we were undertaking that now, because we have a lot of things that we have to see. And thank you again, otherwise I would get the default. This evening, we have the pleasure of having Mr. Fletcher and Mr. Simpson with us from Portland. Basically, I asked them to, before going into the minor details of the changes, because we already had a public meeting for the official plan and zoning bylaw,
And these are the minor alterations, like I say, with respect to being able to proceed with the adoption of the bylaw for the official plan and joint bylaw, for them to proceed with the final subdivision, and so forth. But before we go into the minor changes, I've asked Superintendent Simpson if he could give an overview of this file, because as you can see, it is very complex. There are a number of reports that were available. I now reviewed all an extra opportunity. So I will allow the members from Portland to be able to give a brief overview of this project and where we're at and where we're heading. So we said that earlier, Mr. Butcher, in an episode. I mean, that's a thank you, Mr. Tanakis, for reading that. For saving me a breath. But I'll back it up and get sort of an understanding of the history as to how we're here, because I've been working in this file since 2015, when it originally came across my desk when I was here. But essentially, what you have is at the time an application for official plan amendment, zoning bylaw amendment, and plan of subdivision for former industrial lands. For industrial lands are very complicated to develop. It's very long time studies that are required in order to convert former industrial lands to residential lands. They're just straight up the definition. The RSC, the record site condition. I'll talk about that in a minute. But essentially, it takes a very long time to get here. So, what happened previously, pre-2024, up to I guess the last discussion announcements of 2021, would have been that the further plans and studies would have been submitted in support of the application for the official plan amendment zoning bylaw and plan subdivision. There was a public meeting where there was a discussion about certain things with respect to trees in proximity to the railway, new intersections, houses going on, how you develop a community on industrial zones. So as a result of that, there's 3 approvals that are required. Again, the official plan amendment, zoning bylaw, and plan subdivision. And these fall in a particular order. And what we're dealing with tonight is sort of the first part of that order. What you would need is a plan of subdivision approval at the United Counties. The United Counties cannot approve a plan of subdivision that does not meet the official plan. Similarly, you cannot approve the zoning bylaw amendment that does not meet the official plan. So what has to happen first is the change to the official plan. That's part of what we're doing tonight. In speaking with Mr. Neville and the United Counties of Prescott and Russell, what was decided on in 2021 is that the United Counties were not prepared to proceed with the plan of subdivision without the official plan amendment being in place, which makes sense. But the official plan amendment also needs to be adopted by the United Counties of Prescott and Russell. It's the RGR municipality. Due to county policy, they were not prepared to support a change from industrial to residential land without the proper report called the record of site condition filed with the Ministry of the Environment in order to allow them to say, yes, the land has been cleaned up. And because it's been cleaned up, now we can support a change from industrial to residential. Record of site condition takes a very long time, especially for a big site like this. So it took them about 2 years to get through the record of site condition process, and that's now been registered and on file and publicly available through the Ministry of the Environment. So where we came in, Spotek, we did not review the original application. That was obviously your planner at the time said us, who would manage the file. And there were a number of conclusions made with the developer in terms of where which zoning was going to go, what's going to be rezoned, what's going to be redesignated through the official plan, what the lots going to look like, the technicals. So that was virtually decided back in 2021. We did complete a review as part of our review. Where full-time came in, as we were contacted to say that the RSC is complete, the record of site condition. It is now on file with the ministry. It has been circulated to the United Counties of Prescott and Russell. And what this means is that now the official plan amendment, the zoning bylaw amendment, and eventually the plan of subdivision can be approved, as discussed back in 2021. What I'm gathering here is that there's not a lot of people here who were around in the last discussion. So I'll give you a little bit of a summary of the file overall, but I just wanted to lay out sort of the procedural context of why we're here, because why isn't there another public meeting? All of that was done in 2021. We were just waiting for the ministry to approve the contamination. So in terms of the actual project itself, the official plan amendment is to take
the PPG lands, as I think we can call them, there's another site next door, but we'll call them PPG lands as a whole. We're a former trading and currently trading industrial policy area, basically the industrial lands. That's no longer the planned function and use of the lands. We're looking to propose, or the developer is proposing a residential subdivision containing approximately 740 units. And that is a mix of single detached, semi-detached, townhouse, and apartment units. So got a little bit of everything in there, which is, again, typically what we look for as planners as part of any residential subdivision, a little bit for everybody. The other part of it is that there was a report circa 2020, maybe 2021, the Harrison report, which is a report that is supposed to look at the availability of employment lands in the town of Hawkesbury and other, municipalities in the Johns Prescott and Russell. What was identified in that report is that this is kind of an outlier. This follows the response from the developers that, this is a former industrial area that's not adjacent to any other industrial sites in the city. Everything else that we have is closer to the east along Spence and Cameron and so on and so forth, Tessie. So it's not like it's adjacent to an existing industrial park, chipping away at the industrial park. This was always sort of an anomaly. So as part of the official plan that was proposed, that through that MSID report, we did want to preserve some degree of employment land. We didn't just want to remove it all for residential. And so that's why you're seeing the trading industry transition area. And then through the CR zoning, we're adding office. And the intent is that any employment in that area shouldn't be necessarily manufacturing or warehousing or anything that we're trying to locate in our let's call it the true employment. If that makes any sense, our cohesive industrial area. So instead, we just decided it was decided, that office would be appropriate to locate there, whether it's retail, office, a few other things. These tend to be better employment generators and still support the minimum amount of employment land that's required in the town of Hawkesbury. So at the time, it's the decision was to get satisfied. We have also satisfied ourselves with respect to the remaining employment lands in the city. So that's the OPA. Following that, there's also the zoning bylaw amendment. In terms of timing, not to get into the nitty gritty, but in terms of timing, you can complete the zoning bylaw amendment as a condition of plan subdivision approval. But in this case, it was already ready to go. It's virtually been sitting on a shelf for 2 years. So in consultation with the developer, we agreed that we could just proceed straight and have it approved right now. If for any reason in a large project, there wouldn't be any changes 5, 10, 15 years down the road as they proceed with the phasing of the development, they could come back and apply for a different zoning bylaw amendment if needed. But as is, this will allow them to proceed with the full project as developed. So the changes that are most controlled were described already. So we have the R2 exception, R3 exception, R2 different R4 with exception zones. And what we're doing there is amending a lot of the provisions that apply to residential lots in the town of Hawkesbury. We typically have a very large exterior side yard at 6 meters. We typically have a very large interior side yard. And this is reflective of the way planning has been done in Hawkesbury for a very long time. In consultation with the developer, you're developing sort of a brand new community on the other side of the tracks. There's a way to more efficiently use land and reduce some of the setbacks, and it does move everything a little tighter together, but that's sometimes what's required to achieve density that would support this project and new residential housing in the town of Hawkesbury. So in consultation with the developer and working through the technical studies, it was reviewed that certain reduced setbacks or a little 1.5 meter increase in building would be supportable of the type of development that we would like to see in this new neighborhood, this new community on the tracks. So in terms of, that's the OPA zoning plan subdivision, as I mentioned, is managed by the counties of Prescott and Russell, and that's they're basically just waiting for us to approve the OPA so that they can approve the OPA so that they can approve the subdivision. So it's more of a procedural. In terms of other points that I had in mind, there was I know there was an discussion with, for example, traffic signals. So I did went through the traffic report and some of the discussions that occurred through again
but we don't necessarily disagree with any of the conclusions presented by the engineering consultants. So there are new traffic lights proposed at this time. The intersections that were evaluated were Spence and Industrial. We currently have them before we got. There was new plates and Spence. There was also an analysis of the intersection of our new north-south road, which is, I call it on the map, but where you can see the extension of the plate that will go right to the hospital. So that is proposed to meet at an intersection with Alexander Circle. And that was evaluated as a new intersection and would have required traffic signals. So it might be surprising to hear that no new traffic signals are required for this, but bear with it. This is looking at the existing unit counts that we would have based on the development today. All that can really proceed at this time without further approvals is the singles and the semis. So all this is really tracking is if they were to proceed with the development of all the singles, not the semis that they have, not the townhouses, not the apartments, not the commercial blocks, then the new accesses would be supportable just through stop signs. There's additional traffic measures that are recommended, for example, a new lane on Highway County Road 17, so that's stacking impacts. So it's not just no traffic lights, it's just that they're recommending other modifications in order to proceed with subdivision. Part two of all this, of course, there are several blocks that will be required to pass through site plan control. So you've got townhouse blocks, and you've got apartment blocks, and then you've got the commercial block on Highway 17. Any projects that occur there will require their own traffic study. So all the traffic studies are saying right now is at the current levels of service, there are no issues that trigger new traffic lights. Obviously, as new things develop, at some point, it's likely those triggers will be hit. And at that point, the traffic lights will be required, will be. That's a little bit of an overview of the traffic. Obviously, in terms of environmental concerns, that's the purpose of the record of site condition. So that gives an effective date through the engineer and through the property owner that on this day, this was cleaned up, on this day, this report was submitted, and so on and so forth. And that's what gets registered. And it's publicly available through the Ministry of the Environment. So that was but a lot of development is just waiting on its RSC. And so once that came in, we expedited the approvals to make sure that the documents met. Big thanks to Joe for doing that. Anybody else in town, or Sonia, probably feel better. Not really aware of any of the supporting studies that might be interesting, but I'm happy to answer any questions to the best of my knowledge. Thank you, Mr. Berger. And we have a few questions, and I myself have a few, so we'll allow Mr. Jordan to start off. Thank you, Mr. Mayor. You were speaking about setbacks and how some of them are minor. I agree, 11 meters to 11.5 meters, that doesn't concern me at all. The one that concerns me a little bit is on the interior side, I set back from 3 meters to 1 meter. It's like 1/3 of the amount, so that seems a little narrow, 1/3. It's a big piece of land, but is that necessary to have that level of distance from 3 to 1? Yeah, this plan, we have no issue with that. 3 meters is a pretty large side yard setback, I'd say, in terms of new development. People working any new subdivisions in Ottawa or Clarence Rock, we're around 3 meters. It's not the standard anymore. It's not the norm. It's overkill. It can be done, obviously, if you want to do a single with 3 meters on each side, but it's more of a luxury at this point. 1 meter is definitely sufficient on both sides. And as long as both properties have it and they respect it, then these fires don't go show. Sounds good to me. Thank you. On that note, I did want to speak to the changes. I forgot to speak to the amendment stuff. Maybe we could go over the changes you're proposing, being proposed this evening, and they follow up with the question. In case if there are questions that actually related to the proposed changes. Yeah, they were highlighted earlier when Mr. Timmons was reading it, but I didn't get the original version. So the only changes that are being made is just 3 items. It's quite a laundry list, so I apologize for giving just 3 things, but all it is that the exterior side there is reduced from 6 meters to 3.5 meters, the interior from 1.2 to 1, and the maximum building height is increased from 11 to 15. It's pretty consistent across all the zones that we're proposing. It's just the standard type of product and layout was looked at. So that was just missed in this particular section.
but it's consistent. If you read any of the others, you see that there's generally reductions at the same time. And to be clear, that 1 meter doesn't apply to all of the units. It only applies to what's in this case in the R2. The R3 is the same way. And once you get to apartment blocks in R4, you'll see that it does increase up to 3 meters for interior side yards. So it's just a change to number 1 that we're discussing tonight. Any more questions? Mr. Parker, Mr. Wood, Mr. Excuse me, meters, 6 meters is how many feet? We're driving 18 feet, a little over 18 feet, maybe 20. Okay, and we're reducing it to 3.5, which is how many? 9? 11. It's, I mean, based on, you're looking for a response, No. justification. All of this was agreed upon years ago, and our analysis was more to see if we had an issue with it. But yeah. Thank you. Are there any more questions from the members of the council? Mr. Campbell, you need to stop? Oui, si on voit de 11 à 11,5, ça veut dire que partout dans la ville, après, on va pouvoir voir jusqu'à 11. Non, ça, c'est le champ de spécifique à tout le domaine. C'est bon, c'est spécifiquement sur le champ. C'est le champ de domaine, c'est le site spécifique. Mais je peux confirmer, il y a plusieurs secteurs qui s'appliquent dans le site. Alors, ça, c'est le secteur qu'on appelle ça de l'exception. Ça peut être exception 5, 6, je ne sais pas où je vais ça peut être appliqué dans la liste. Alors, cette exception-là s'applique seulement à ce terrain qui est identifié dans le bylaw. Similairement aux autres, tu peux voir que la plupart des autres sections, ça va aussi de 11 mètres à 11,5, mais c'est seulement dans ces secteurs-là que ça s'applique. I have a few questions. First of all, I know there's a phasing plan. It's a big part of the subdivision agreement. Would that be the trigger when it comes to looking at traffic studies or the trigger has other triggers? That's the triggers are based on volumes. They would have to be evaluated through an on-site TIA. So phase 1 right now is supposed to be basically the south side of the extension of Alexander Sikorsky. I don't know if you can pull it up. If you can imagine Alexander Sikorsky continuing where it's going to be Duplate, and Duplate would go north from the 17th to the hospital, which was definitely some point of discussion. I recall back when I was in the wild, that's providing a more direct route to the hospital. No, I see basically, but the numbers of security follow basically how it's being developed, or is it consistent? Phase 1 is developed first, and phase 2 is so forth. Yeah, phase 1 is generally, based on our discussions with the developer, phase 1 is meant to. So it's going to be the southeast side, basically of Highway 17. Not completely. Not completely. Not completely. That's phase 2 in terms of residential, but phase 1 is that the area of commercial development? I haven't here, my apologies. Okay. So, yeah, phase 1, like I said, the south side of the extension of Alexander Sikorsky will have to be built. And phase 1 also includes the connection to Duplate. So Duplate will come down and connect to Sikorsky, and there'll be some the apartment buildings built first. In order to build this density. Phase 2 is just to the west of that. What you're looking at in terms of the south side on Highway 17, that's actually phase 12. The south side, the north side of this here. Sorry, the south side is first, which is the north side. Yeah, it's not big, because we're going into shop like that. No, of course. So obviously phasing is relatively complicated when it comes to subdivision. It's based on market factors as much as anything. So servicing first, you have to have make sure the pipes are in the ground, that your stormwater pond is developed, that you're getting parkland at the right time to support the subdivision. And then it could be that all of a sudden there's a large employer that wants to come in. Well, your priorities change at that point, and you rework your plan of subdivision. To change your phasing to make sure the numbers are. Because basically the counties are waiting for the official plan and zoning bylaw to be able to approve the draft plan subdivision, which is the part and parcel of getting into a subdivision agreement with the now, which will include all of this
There's less information that's required to plan the subdivision. Exactly. My final question, Mr. Butcher, is I just want to see how it relates in terms of densification, in terms of the friction policy statements. Are we talking low, medium, or high in terms of type of densification? I'm talking the normal project, or is this considered high densification? No, I'd say it's a balanced medium densification process. I would not call this high density. There's different definitions of density, different municipalities. So I believe, I haven't looked at it in a little while, in the United Counties, we consider anything above 55 units per net hectare. We're not quite in that territory, so I believe we're more at the medium, which is, as I recall, 35 to 55, maybe 45 to 55. But given that we have singles, semis, towns, and apartments, over 50% is apartments. It's about 400 and something. That was actually identified as a deficiency in the town of Hawkesbury through the Dempsey report, which said that Hawkesbury is lacking 1 and 2 bedroom apartments. You have a lot of people who are renting a house or buying a house who don't necessarily need a whole house. And you have a lot of people who might have it, but don't necessarily want that space anymore, but have apartments to go. And so high quality 1 and 2 bedroom apartments was identified as the need in the apartment area. Are there any more questions from council? This is on the rules, so I have a question concerning, Alexander City Street. Now, that is going to come out in the parking or out on the Walmart, right? Behind the lights. Behind Walmart, okay. And, when it gets to Cameron Street, there's no lights there, there's no, Oh, you mean the intersection of Service and Cameron? yeah, like, that's the big, you know, behind there, on 17, you're between Walmart and you're in the rental. So as Mistaken. part of phase 1, you will not be able to go for phase 1 and 2. I mentioned Duke Lake is going to extend south to connect to the western extension of Alexander University, but it's not going to connect to the 17 immediately. That's part of the future phase. If when those future phases go in as part of the apartments or as part of the commercial block being redeveloped, if the traffic counts that would be required at the time identify that, hey, Seversky and Elmo, that intersection at Cameron needs a signal, then it will be reviewed. But the traffic reports did not identify that that intersection was at a level of service. Essentially, no issues were identified in the current report, based on what's currently proposed for the intersection of Seversky and Cameron. I'm very pleased with the development that's coming. I'm very happy. We need the housing. We need this area to be, I'm just concerned about that. Alexander City Street coming in like Karen, because I live quite often, and sometimes it's telling it out of here, because it's very minor. So that's what I was concerned about, that place here. But if you're saying it's been looked at and it's already approved, Well, can't really now this time. just to clarify, sorry, nothing's been approved. It's just that all the discussion, the public meeting, the public comments, the resolution, all of that occurred 2 years ago. We were just waiting on the condemnation. My understanding is that through the counties, the engineer, our consulting engineers, everybody's looked at it, is that there's been no issue identified as first game. There's been no issue identified as first game Cameron. But like I said, every future phase of this subdivision is going to need to go through, well, sorry, the phases that require site plan control will have to prepare their own studies with updated traffic counts. And that was one thing that was noted actually in the traffic report, not to stir this up because it was a big discussion planning, but obviously when COVID was at its height, not as many people were traveling. So traffic counts that were completed between 2020 and 2022 were sometimes a little bit difficult. What engineers did at the time, this was agreed to by the professional association, is to use historical traffic counts and sort of build to show how it works. But the report did note that future phases will need updated traffic counts post-pandemic in order to make sure that they're most accurate. And if their conclusions change and say, actually, I need to signalize, then they'll be forced to signalize. Thank you. Ms. Bucket?
Plus d'avis maintenant sur le bout, parce que c'était une intersection sur le qui est déjà problématique. J'ai demandé à mettre des mains de prise, on essaye de mettre 4 stops. Apparemment, on n'a pas de droit ou des intersections à cause du comme ça. Je pense que ça aurait valu d'essayer, en tout cas. C'est pas probablement quelque chose qu'on va être obligé d'envisager à un moment donné, pareil, quand ce développement sera partiellement complété ou complètement complété. Parce que c'est déjà problématique. Il y a des accrochages, je dois assez souvent. Pareil, quand on sortit avec mon. Et puis si on mettait 4 stops là, la voiture qui est arrêtée en direction nord, s'en vient en direction sud, vous avez la chance à mettre de virer là. Parce qu'il y avait une gap entre les voitures. Et là, dans le voiture. Ça, c'est un gros sujet. Mais il reste que je d'avis que tout le temps, ça va prendre 4 années. Oui, le chemin de fer, mais pas le carbone musculaire, c'est que la vie ne fonctionne pas, ça devient une cataract. Le monde dit que ça sera mieux avec la cataract qu'avec la vie. Pas d'avis, je pense que ça va être problématique encore plus que maintenant. Merci, M. Paquet, M. Chaméra. C'est ça avait été terminé. Maintenant, il y a parce que le section. parce que donc, commentaire, j'ai fait de l'option, et je me tourne Mme Gérard, quand j'ai pris de l'option. Alors, je demanderais à quelqu'un qui a pris la motion de M. Tchernakis. Je ne voulais pas comprendre que je voulais garder. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, tout le monde a sa part de conclusion. Bon. Merci. Et merci, M. Faudieu. Madame Sénégal, merci pour être présent ici ce soir pour poser des questions et trouver le prétexte, parce que c'est un public quand même assez de longue date. Souvent, on a eu des questions comment dans ce projet, mais comme vous avez mentionné, le Record Site Condition, c'est un processus assez long, c'est pris avec ça, plutôt terrain municipal. Alors, merci pour votre temps, de votre santé et bon retour à la maison. Merci beaucoup. Notre prochain item sur notre jour, c'est 11.3, étude de l'évaluation et l'égalité pour l'année 2022. Est-ce que pas mal un membre du conseil de cette l'évaluation? Je ne sais pas quel. Attendu que sur l'article 284 de la loi 2009 sur la municipalité, le trésorier va remettre au conseil un état détendu de la rémunération et des indemnités versées l'année précédente aux membres suivants. Conseil municipal, commission des services de police d'Hawkesbury, commission d'évaluation mineure, commission des bibliothèques publiques d'Hawkesbury, commission des livres d'Hawkesbury. Il soit résolu de recevoir des titres de rémunération et des indemnités versées en 2022 tel qu'elle a recommandé au document 2023 RSC 29. C'est du paquet, est-ce que quelqu'un pour l'appuyer? C'est un accueil? Question? Figure? Pas de part? Oui, dans le fond, c'est un rapport qui revient annuellement là, à chaque année. Donc, on doit publier la rémunération des membres du conseil et des différentes commissions de la ville d'Hawkesbury. Donc, c'est un rapport standard là, selon la loi municipale qu'on doit fournir chaque année. Merci, M. Directeur. Alors, tout simplement. Bon, accepté, merci. Item 11.4, financement supplémentaire pour le vœu de la rue McGill. Alors, je peux voir la banque conseil de poser la révision. 11.4. M. Carnot. Entendu que la conclusion du mur de soutènement de McGill est terminée à la fin de l'année fiscale 2021 et entendu que des factures pour les inspections de fin de projet de 47 690 et 81 sous ont été reçues
après l'année fiscale 2021 et comptabilisé dans l'année fiscale 2022. Et il est attendu que le budget 2022 n'incluait aucune instruction de financement pour ces factures d'actifs. Il soit résolu d'approuver le financement du besoin par une réserve dans l'année fiscale 2022, tel que recommandé le document 2023. Merci, M. Campbell. Est-ce qu'il faut avoir quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît? Mme Séguin, appuyez Mme Séguin. Question? Commentaire? M. Wilson, est-ce que vous avez des commentaires ou c'est très bien expliqué dans votre rapport? OK, on va aider quelqu'un d'autre. Expliquez un peu sur là. Oui, d'abord, c'est juste une formalité là, pour finir les livres 2022. C'est un projet là, qui s'est terminé tard en 2021. Lorsqu'on a fait l'année, la fin d'année 2021, justement, il y a certaines factures qui sont arrivées plus tard. Donc, c'est pas un extra, on ne dépasse pas le budget, on est encore dans l'enveloppe budgétaire. C'est juste que pour les bonnes pratiques, il faut demander au conseil lorsqu'on veut utiliser les réserves. Donc, juste par procédure, donc on demande au conseil d'utiliser la réserve pour finaliser les dernières factures pour ce projet-là, qui est quand même terminé depuis un bout, là, mais c'est juste pour fermer le projet, fermer l'année 2022 de la bonne façon. Merci, M. Campbell. Alors, nous avons un projet de favorable. Accepté. Merci, M. Campbell. Item 11.5, banque d'équipement désuet. Est-ce que les membres du conseil vont s'il vous plaît proposer l'idée de la résolution à 11.5? M. Paquet, s'il vous plaît. Attendu que le directeur du service des travaux publics et de l'ingénierie recommande au conseil municipal d'utiliser la vente des équipements suivants selon la politique de la vente d'équipements désuets de la ville SFP 2018-3. Étant donné que ceux-ci ne sont plus nécessaires et ne répondent plus aux besoins de la corporation de la ville de Haute-Vallée, bien entendu que celui-ci recommande aussi de débuter le processus de vente des articles mentionnés ci-dessus tant qu'à la valeur de l'équipement des semaines de la valeur exprimée sur le tableau ci-joint. Il soit résolu dans la vente tel qu'elle est recommandée au document 2023. Les recommandations 30. Merci, M. Paquet. Est-ce que quelqu'un pour M. Campbell. Question. Je vous souhaite pour une question pour nous. Merci. Je suis en faveur. Bon. Adopté. Item 11.6, approbation des travaux de CIMCO pour le projet de réfrigération du complexe sportif. Est-ce que vous pouvez avoir Mme Chambaud pour vous poser? Je vous donne la question. Étant donné que le budget dernier pivot pour le système de réfrigération du complexe sportif était de 2 500 000 et attendu qu'un contrat avec TSC Énergie Système Incorporé a été signé et accepté le 7 février 2022 une somme de 47 950 pour effectuer les travaux de développement et conception de base et attendu que le contrat avec Stemco Réfrigération a été signé le 15 septembre 2022 d'une somme de 2 434 300 pour les travaux de réfrigération de la place et attendu qu'un montant additionnel de 144 600 sera nécessaire pour fournir et installer de l'équipement patronal afin de démarrer le compresseur en septembre pour la saison 2023-2024 en raison de l'arrivée tardive de l'équipement et attendu qu'un montant supplémentaire de 273 450 000 sera nécessaire pour remplacer les collecteurs et les exposés et les conduites principales jusqu'à la salle de réfrigération qu'il soit résolu d'approuver les travaux additionnels de Simco réfrigération du complexe sportif pour un montant de 300 300 $, tel que recommandé dans le document 2023-2032. Merci, Mme Chambaud. Est-ce qu'il peut y avoir des questions pour le pays, M. Cavaillard? Question ou peut-être Mme Boulet de faire des commentaires si elle aimerait adresser la parole.
Vous le plaisir d'avoir assisté à l'épisode, vous avez la parole pour juste Bonsoir. Donc, juste un petit résumé. C'est juste les gros équipements vont avoir un certain délai suite à la conception puis au design, parce qu'on a donné le contrat à Simco, mais le design il y a encore à faire. La question de justement, est-ce que tout débit pourrait être arrivé à temps? Est-ce qu'on devrait inclure dans la demande de soumission des prix justement pour avoir des documents temporaires? Parce que M. Cambarelli avait soulevé déjà le sujet avant. Donc, la réponse, elle avait été non. Donc, on avait barré de la demande de soumission. Par contre, par le temps que le design se fasse, il y a eu des délais. Puis, on se fait avoir quand même pour des équipements temporaires. Donc, il y a plusieurs montants qui vont être quand même des connexions, des choses qui vont être permanentes au bâtiment. Donc, dans les cas futurs qu'on va devoir avoir besoin de branchements temporaires, on va déjà avoir les connexions, puis pas l'infrastructure, mais tous les matériels vont être en place. Donc, c'est pas rien qu'on ne perd pas tout ou c'est pas complètement tout temporaire, que c'est juste une location, ça rentre, ça sort. Il y a quand même beaucoup de choses dans ce montant-là qui va être permanent au bâtiment. Puis pour l'autre, c'est finalement le contenu principal, où ce que le brine, en ce moment, à tâche, qu'on change éventuellement, il faut tout les nettoyer. Ça faisait partie des travaux dans le futur pour changer tous les conduits en dessous de la dalle qu'on était pour investir justement cette année pour pouvoir les travaux dans le futur. Donc, ce conduit-là a tellement de résidus dedans que ça couperait la garantie des sociétés ou deux, des glycoles plutôt. Donc, c'est absolument nécessaire de le changer. Ça va être vraiment déduit des travaux à faire dans l'année prochaine ou l'année suivante. Donc, c'est juste qu'on rajoute un montant et finalement, il faut voir, ça va être juste un peu moins de travaux à faire dans le futur. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. vous voulez rester des questions, Charles? Merci. Alors, si je comprends bien, la glace va être prête pour la saison tranquille de 23-24. Oui, exactement. Le sujet avait été apporté, c'était qu'on devait louer l'équipement temporaire ou couper la saison. Avec plusieurs discussions, on devrait garder le tout en place et justement l'équipement temporaire va faire certain que la saison 23-24 va avoir lieu. Alors, c'est certain que vous avez discuté de situation avec le propriétaire et l'enregistrement. Oui, il est au courant, oui, il est au courant, mais la saison va partir. On a même une date de prévu de branchement de démarrage de classe. Merci. Vous avez d'autres questions? Je comprends qu'il va y avoir des attachements, tout ça, qui vont rester là permanent. Mais ça reste pareil, le coup est sur le week-end, on va partir d'une saison maintenant. Je ne sais pas s'il y a une autre façon de procéder qui serait plus économique pour les relax. Et 300 000, 300, mais il reste 150 000 de choses permanentes, et c'est encore 150 000 $. C'est des coûts qu'on ne rattrapera jamais. Ça. Merci, M. le maire. Fait que juste pour récapituler le tout, c'est dans le montant qui est à 144, puis on dirait qu'à peu près la moitié de ça est quelque chose qui est fixe, qui va être dans notre bâtiment. Ceci aussi met les coûts les labor costs qui sont super plus hauts qui étaient dans le passé. Mais tout ce qui est le 173 000 $, et celui-là, c'est l'infrastructure à l'intérieur du système de glycol. Sur le brine, essentiellement, qu'est-ce qui est l'artère principale est tellement détériorée. C'est un travail qu'on voulait faire dans le futur proche, qu'on savait qu'on devait faire, mais on attendait des études, mais avec les ingénieurs qui ont rentré pour investiguer le tout, ces travaux-là, qui est à le 173 et 450 $, c'est pour remplacer cette partie-là tout de suite. Si on ne le fait pas, mais avec notre système qu'on veut remplacer,
il n'y aura pas de garantie sur l'équipement nouvelle qu'on va avoir. Fait que pour faire certain qu'on ait la garantie sur notre équipement pour les années à venir, il faut changer ça tout de suite et non plus tard. Pour le suivi, c'est le coût de location pour avoir une place prétendante pour traverser les fonds de prix. Ouais. C'est là-dessus que ça va. Je sais que tu as vu, j'ai un commentaire là-dessus. Ben, c'est sûr que dans notre analyse financière, un peu de tout ça, on a considéré justement les pertes de revenus. Est-ce que les pertes de revenus vont être un montant de 150 000 $? Non. Par contre, on a vécu le processus inverse cette année où est-ce que la glace avec laquelle a été fermée, il y a certains de leurs clients qui sont venus à Hawkesbury. Donc, si on devait fermer notre glace et eux rouvrent la glace avec une aréna flambant neuve, rénovée, est-ce que certains clients vont aller avec lesquels et est-ce qu'ils vont revenir à Hawkesbury après? Donc, ça, c'est une partie de l'analyse. Donc, c'est sûr que sur une année, non, on ne récupérera jamais ce montant-là, mais peut-être qu'à long terme, sur plusieurs années, on va être capable de récupérer ce montant-là ou même c'est ça, de ne pas perdre des clients. Donc, ça fait partie de notre réflexion. Donc, comme on a mentionné aussi, on a quand même de l'équipement qui va demeurer sur place. Là, donc, ce n'est pas simplement une location. Là, donc, ça fait partie de notre analyse financière là, pour prendre la décision justement d'aller avec l'équipement temporaire cette année. Ça va être une dette pour financer. On a déjà un 2,5 millions de dettes à long terme d'approuvées d'Infrastructure Ontario. Donc, si on n'est pas, je vais vérifier avec eux, est-ce qu'on peut augmenter le montant ou on est vraiment locké avec le 2,5, mais sinon, on a quand même un petit peu de réserve où si je suis capable d'extensionner la dette à long terme, je vais le faire. Sinon, si on avait 200 000 au budget cette année, justement, pour le projet de 173 000 $ pour vraiment la dalle de béton. Donc, c'était pour faire les études préliminaires. Donc, on peut prendre aussi ce budget-là pour payer, donc, qui va être une partie de ce projet-là aussi. Puis, on va le ramener d'une manière ou d'une autre, soit l'année prochaine ou dans 2 ans au budget capital. Là. Donc, c'est juste un report d'une dépense future à cette année, dans le fond. Vous, M. Wilson, vous n'avez pas d'autres questions là? Les Zambouis. On va voir les prix dans les départements. Mais pour revenir à ce que M. Camus a mentionné, des commentaires de M. Paquet, parce que je vais mettre la vérité de l'Assemblée, où nous savons nos infrastructures, parle des très bons commentaires de complexe sportif, c'est sûr, peut-être quand tu fais ce message-là, parce que tu as quand même un commentaire très positif. Et peut-être que je vais donner, vous avez peut-être des commentaires supplémentaires sur ce sujet-là. Oui, merci, M. le maire. Pas longtemps passé, on a reçu une conférence à Caire qui était à Montebello et on a pris notre emplacement, le complexe sportif Robert Hartley à Hawkesbury. Fait qu'on a eu une 50aine de municipalités du Québec qui ont venu visiter notre centre. Et avec Geneviève qui a pris le devant de ça. Et on a eu plusieurs commentaires pour l'âge du bâtiment, la propreté, tout était beau, tout était bien placé. C'est certains qui comprennent les enjeux qu'on a, mais ils étaient vraiment comme épatés de qu'est-ce qu'on avait fait. Et on avait aussi un de nos consultants, son réel travers qui avait venu aussi, puis que même lui a vu la différence qu'on a fait de quand il a commencé en tant que consultant avec nous. Fait qu'on est dans la bonne voie. On a eu beaucoup de demandes de rester aussi à notre aréna pour les années à venir à cause du service que notre équipe a livré pour ces groupes-là. Fait on se positionne bien, puis on veut juste continuer avec le momentum. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Oui, la communauté solaire, des tuyaux, des grilles.
En dessous de la semaine de ciment, en dessous de la glace, ça, on va le nettoyer avec, ça, des gros bouteilles. Comme une enlever de main, là. Ouais. Ouais. Et en dessous. Et les tuyaux en dessous, on va le nettoyer avec. Bonjour. Oui, si tu veux, là, on a nettoyer aussi. Il y a une problématique du tuyau principal, c'est qu'il est en métal ou en acier. Ouais. Puis, c'est pour ça que le sludge qui appelle, finalement, qui a resté collé à ça, ça s'est formé avec le métal, mais les autres tuyaux sont en plastique ou en PVC, et qu'il n'y a pas cette problématique-là anti-dada. Fait qu'on va tout nettoyer avec de l'eau, puis tout vider, puis enlever tout le contaminé. Mais c'est vraiment le sludge. Il faut changer ce tuyau-là parce qu'il est en acier. OK, il y a pas de clé, peut-être une tuyau. Non. C'est bon, Merci, M. Campbell. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, qui répond en faveur? Contre? Accepté, merci, Mme Goulet. Ensuite, on vous disait, item 11.7, directive, référence description et archivage des documents. Alors, je peux savoir, Mme Sponsel, que vous avez de lire la version. Mme Charlot. Attendu que selon les paragraphes 254 et 255 de la loi de 2020 sur les municipalités, Réunion 2020, chapitre 2, le Conseil a adopté le 13 décembre 2021 le règlement de 1915 Réunion 2021 pour la conservation et l'exécution des documents et pour fournir un calendrier des périodes de conservation pour les archives de la Corporation de la ville d'Orléans. Et attendu que selon le paragraphe 255.2 de la loi de 2001 sur les municipalités, chapitre 25, les documents des municipalités d'un conseil local peuvent être détruits si une durée de conservation habitable est attendue pour le service du qui est responsable de l'archivage et de la description des documents de la ville. Désire que tous les services procèdent de la même manière pour assurer un bon contrôle au niveau de la restriction des documents, puis selon le calendrier et des périodes de conservation, qui soient résolus à la qualité restituée de l'Union D, de l'Union 2023, de l'Union 01, concernant la procédure pour la restriction des documents lorsque le calendrier de conservation est terminé, soit adopté tel que recommandé du document 23 REC 28. Merci beaucoup, Mme Charlot. Je vais vous provide expliquer pour le Mme Stegui. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? C'est plutôt le processus administratif, je m'en réponds à Mme Girard, je voulais l'expliquer, parce qu'il y a un petit peu d'insection de devoir ce soir. Alors, si vous avez des questions, Mme Gott est ici aussi. Je pense que c'est plutôt un processus administratif. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va procéder au vote. Alors, tout ça, bon. Merci, Mme Girard. Je n'ai qu'à 11, le 8 demande de lui, mais je suis pas alors protéger la vie privée des candidats et des donateurs sur les formulaires d'accessibilité au public. Alors, est-ce que je voudrais lire la résolution? Mme Séguin? Il soit résolu d'appuyer la résolution de l'municipalité de Waterloo pour demander au ministère des Affaires municipales du logement de la province de l'Ontario de protéger les privés des candidats et des donateurs en supplément l'exigence selon laquelle le nom, le numéro et le code postal de rue doivent figurer sur les formulaires accessibles au public. Il soit également résolu de faire parvenir une copie de cette résolution à l'Association des municipalités de l'Ontario, à l'Association des greffiers et trésoriers municipaux de l'Ontario, à l'Association des conseillers scolaires publics de l'Ontario, à l'Association des commissaires d'école catholique de l'Ontario et à la municipalité de Waterloo. Merci beaucoup, Madame. Speaker pour l'appui. Je vous remercie. Commentaires, questions? Pardon? Quand on se présente dans un fait, il y a des choses à l'idée qu'on est obligé de partager. Il me semble que tout le monde demande.
Premièrement, de l'année électorale, tout est là. On va éliminer toutes les adresses des personnes qui ont pas le vote. Alors, les candidats qui vont le porte en porte. Alors, je comprends pas le point de vue. Je ne comprends pas. Mon numéro de téléphone, sur nos cartes à part, mon numéro de téléphone sont là. Mais on partage pas tous sur notre télé, mais nous sommes le gouvernement parce qu'on dit que les exigences dans la loi sur les élections municipales, c'est qu'on soit résident ou propriétaire de la ville. Alors, ça veut dire réécrit dans une adresse, puis si tu es propriétaire, tu donnes ton adresse, tu peux t'appartenir. Alors, non, j'ai jamais fait. Merci pour vos commentaires. Est-ce que vous voulez commenter, M. Tchernakis? I had the same train of thought as them while saying that when you present yourself for public office, you become a little bit more public. So, there's definitely a way the transparency aspect of it. You want to be transparent, you don't want to be hidden donors or hidden information, but at the same time, what they're asking for is the street name, number, most important. Do people necessarily have to know where you live? And these days, sometimes, things are getting crazier and crazier, and there's families involved too. I don't mind if you come and knock on my door, maybe my kids are going to answer the door, right? So who's knocking on the door a little bit? So, I'm with both, I understand both sides of it. And I was going to say the same thing as you, said, well, you have to accept that public risk, but you accept it on your behalf, but not on your family's behalf. So upon second reflection, I think that I could support this. Thank you, Mr. Tchernakis. Any other comments on this issue? Because I understand both positions, but more and more you're seeing manifestations at des endroits de résidence privée. And it becomes very difficult, and if you are a family, and it becomes an issue of security, and I have an issue with that. The information is deposited basically with the clerk. And it's secure and it has to be basically certified by the clerk to make sure that the candidate or candidates are eligible. So I understand what's going on in the past few years and what's going on throughout the world. And you're seeing more and more manifestations and picketing private homes, and maybe that shouldn't. You understand? We noticed that the first time I started during the ongoing, our local government representatives were naked at their residence. I don't think it's right, Their family really did peer into their life, and to a certain extent, our life is public, but our family doesn't deserve that. Thank you. Any more comments? Madam Chairwoman? Yeah, when I come back to the electoral list, your name is there, your address is there. I mean, I'm agreeing that there's a lot of nuts out there. We all know that there's creepy people out there, and yes, they can come around your house and they can make trouble for you, and but one way or another, we're gonna find out where you are. Everybody talks and everybody, so they're gonna find out where you live in. And I gotta come back to the electoral list. It's already to your name, your address is on the electoral. We don't have to make it easy. Well, we don't have to make it easier, that's what you're saying, or easy. Yeah. Those are So, basically, we have a motion on the table, support the resolution, it's seconded, mistaken, or it hasn't been seconded to we have a second to the motion, so it's seconded by Mr. Tchernakis. Is there any more comments? All in favor? Opposed? Carried. Thank you. And we certainly understand everybody's position on that matter. Item numéro 11.9. Demande d'appui des lieux féminins que projet de loi 5 visant à mettre un fin au harcèlement aux élus commis par les dirigeants locaux. Est-ce que tu peux voir, membre du conseil, Mme Séguin, s'il vous plaît?
Étant entendu que les élus municipaux ne disposent pas d'une structure de responsabilité appropriée lorsqu'il s'agit de perpétuer la violence et le harcèlement sur le lieu de travail. Et entendu qu'un principe fondamental est sous-adjacent de l'élargissement de la diversité, de l'équité et de l'inclusion en politique repose sur l'hypothèse que le lieu de travail est sécuritaire. Et entendu que le projet de loi 5, loi de 2022, visant à mettre fin au harcèlement et aux abus commis par les dirigeants locaux, exigerait que les membres du conseil municipal respectent les politiques de la ville qu'ils représentent en matière de violence et de harcèlement sur le lieu de travail. Permettrait aux municipalités d'ordonner au commissaire à l'insécurité de demander au tribunal d'annuler le siège d'un membre qui n'a pas respecté les politiques de la ville en matière de violence et de harcèlement sur le lieu de travail et empêcherait les fonctionnaires dont le siège a été annulé de se présenter à une réélection immédiate. Et entendu que 30 municipalités ont officiellement approuvé et communiqué leur soutien public au projet de loi numéro 5, et entendu que le projet de loi numéro 5 vise à responsabiliser et à protéger tous les fonctionnaires municipaux. Qu'il soit résolu que le conseil municipal de la ville d'Hawkesbury appuie le projet de loi 5, loi de 2022, sans mettre fin au harcèlement et aux abus commis par les dirigeants locaux, et qu'il soit également résolu de transmettre une copie de cette résolution à l'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, à ce matière de député de Vancouver et à l'Association des municipalités de l'Ontario. Merci beaucoup, Mme Sidé. Est-ce que je peux avoir un nom pour appuyer M. Chamela? Pour votre information aussi, que le projet de loi est plus ou moins est fait au comité à la deuxième lecture, mais je pense que c'est nécessaire que cette solution-là soit présentée et si les membres du conseil ont des commentaires à faire, je vous invite à faire des commentaires, mais comme c'est mentionné, le projet de loi a été Oui, merci, M. le maire. Je suis très heureux d'entendre ça. Il n'y a pas qu'est-ce que nos membres du Parlement provincial parlent. Il y a pas leur travail. Et puis, la prise complètement. Qu'est-ce qui est apporté ce soir? Et je suis très déçue d'entendre parler que ça va être financé. Très déçue. Merci, Mme Chamberlain. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à ce sujet-là? Mme Sénat? Oui, allez-y. Merci, M. le maire. Je salue avec vous, Mme Charlevoix, non seulement ce projet de loi de projet des employés des municipalités, mais aussi entre employés. Je suis certaine que le groupe en question va faire plus pression que le projet de loi va revenir sur la table. Donc, c'est pour ça que c'est important de garder notre nom sur la liste, ajouter notre nom à la liste de municipalités. Merci, Mme Séguin. D'autres commentaires à ce sujet-là? Et je vois qu'il est listé, même si c'était refusé, de le mettre, comme Mme Séguin a mentionné, sur la table, devant les membres du Parlement. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires à ce sujet-là, tout à l'heure. Bon. Merci. Item 11.10, proclamation à de juin comme mois des aînés. Alors, je peux avoir un autre conseil, s'il vous plaît, le oui, il n'y a pas de question. Je suis le circulaire pour nommer le juin comme le mois des aînés. Alors, on est en faveur de la conclusion, M. Tchernakis, M. Cameau, en faveur. Contre, merci beaucoup. Alors, on va aller maintenant au règlement. Item numéro 12, 12,1, le règlement numéro 29, session 2023 pour prélever et imposer aux propriétaires évalués de la ville certains taux pour l'aménagement local et prévoir des pénalités et des intérêts pour le défaut de paiement pour 2023. C'est un règlement qu'on adopte régulièrement M. Timbers. Alors, première lecture. En faveur, deuxième. Commentaire. Commentaire. Non, pas de commentaire. Deuxième lecture, c'est bien. Troisième lecture, tout ça. Accepté, merci. Item 12,2, règlement numéro 30, réunion 2023 pour autoriser certains nouveaux travaux de mobilisation et une demande à une société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier. Première lecture.
Deuxième lecture, à faveur. Commentaire. Troisième lecture, à faveur. Accepté. Item 12,3, règlement numéro 31, réunion 2023, contrôle des parties du lot. Donc, on parle du LCD 210 et 212 grammes. Alors, c'est ce qu'on a parlé tantôt avec les projets. Alors, première lecture, règlement en faveur, premier. Deuxième lecture, tout en faveur. Commentaire. Troisième lecture en faveur. Non. Accepté, merci. Item 12,4, règlement numéro 32 de l'Union 2023. Voici le règlement numéro 14 de l'Union 2023 en imposant un tarif pour la collecte et le traitement des ordures et le recyclage. Première lecture, s'il vous plaît. En faveur. Deuxième lecture. En faveur. Commentaire. Le commentaire. Commentaire, vous me tirez. On a changé le tarif, changer le plan. De 1 $, on ne trouve pas de 45 à 46 de tarif. Oui, pour l'achat des bacs, notamment. OK. Troisième lecture, en faveur. Non. Accepté. Item numéro 12,5, règlement numéro 33 de l'Union 2023 pour adopter une modification potentielle des ordonnances de l'Union 44, 549, boulevard industriel. Ça, c'est sur la présentation pour ce soir de Fautin. Alors, première lecture, en faveur. Deuxième lecture, en faveur. Questions ou commentaires? Troisième lecture, en faveur. Non. Accepté. Item numéro 12,6, c'est le règlement numéro 34 de l'Union 2023 pour modifier le règlement du zonage numéro 20 de l'Union 2018, référence D14 de l'Union 139, c'est à la suite, comme M. Baudic a mentionné, pour adopter et mettre en vigueur les changements de règlement du zonage pour le chef 545 du bord extérieur. Alors, première lecture, s'il vous plaît, en faveur. Deuxième lecture, en faveur. Questions, commentaires? Troisième lecture, en faveur. Contre? Accepté. Item numéro 3, les contrôles, donc, le prix a duré des années, aucune, madame. Puis, item numéro 14, crédit de motion pour les convaincus. Alors, ensuite, on va lire item numéro 15, motion pour aller à une réunion à huis clos. Alors, je vais avoir un proposeur pour aller à huis clos. M. Chambillard, puis M. Paquet, qu'on à la réunion de huis clos. Alors, j'invite les gens qui sont dans la salle, s'ils veulent demeurer ici, je vais leur retourner bientôt, vous allez tous s'absenter pour quelques minutes ou exprimer longtemps à la salle de conférence de village bientôt. Merci.
Alors, à partir du temps de retourner à la réunion publique, item numéro 2, le rapport du huis clos, on n'a aucun rapport pour les directives à faire, on a parlé immédiatement item numéro 7, règlement de coordination, règlement numéro 35, région 2023, pour confirmer les délibérations du conseil. Première lecture, s'il vous plaît. Faveur, deuxième. Et troisième, en faveur, fort. Accepté et journée, s'il vous plaît. Pour ceux comme M. Chabriard, comme M. Campbell, pour la journée, tous en faveur. Personne de force, j'espère. Non. C'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup au chef de service pour participer à ce soir, merci au département de greffe et au une bonne soirée.